Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour les petits cocos! Non, je sais pas comment vous appeler Coco, là. C'est un peu paternalisant. Aujourd'hui, on reçoit qui? Razi, dis-moi. On reçoit le Francis Dupidéry. Oui. Qui est chercheur, professeur, auteur, pour parler du rapport des hommes aux féministes. Ouais. Fait qu'on a parlé de... On a quand même donné des petits trucs de comment être un allié. Ouais. On a parlé des espèces de pas de personnages, là. Mais non. De quoi tu parles? Des hommes qui s'intéressent au féminisme, les raisons pour lesquelles ils vont commencer à s'intéresser au féminisme en faisant évidemment des généralisations. Fait que leur motivation. Ouais, exact. Ouais, on a donné des petits tips pour les hommes qui mansplainent, puis c'est un épisode qui est très théorique, attachez votre truc, mais qui est super intéressant, qui est super pertinent, qui permet de mettre les mots sur les expériences des femmes qui vivent auprès d'hommes, qui se proclament alliés, qui se proclament pro-féministes, puis qui le font parfois de manière un peu maladroite. Fait que sur ce, on vous laisse à l'épisode, les amis. Bon épisode! L'épisode d'aujourd'hui... En fait, tous les épisodes sont présentés par nos 4 partenaires officiels. Qu'on aime tellement fort! En premier, Devon & Lang. Oui! Une compagnie de sous-vêtements canadienne. Très doux, très colorés. On les aime. Si vous voulez des nouveaux sous-vêtements, puis monter votre garde-robe de nouveaux... De sous-vêtements fun. Genre, tu vas avoir du fun en dessous de tes pantalons. Devon & Lang. Oui, tout de suite. Ensuite, Ecclesia, le magnifique studio dans lequel on enregistre tous nos épisodes, tout ce que vous voyez, table, divan, cadre, livre, lampe, même notre bouquet de fleurs. Je pense pas qu'il est à vendre, le bouquet de fleurs. Mais non, ça, c'est pour notre décor. Là. Ça, c'est beau. Avez-vous vu le divan orange? Je pense qu'on en a parlé d'à quel point il est confortable. Je ferai une sieste dessus. Mais oui, ça a comme pas de bon sens. Si je perds la concentration pendant les discussions avec nos invités, c'est parce que je m'endors, parce que le divan est trop confortable. C'est mieux pas, là. C'est mieux pas. Ensuite, nous avons Fleurs Sauvages Lingerie. Oh, Fleurs Sauvages. Maudit que je les aime. Oui. Donc, pour de la lingerie, mais aussi des accessoires. À chaque fois, on a de la misère, mais le mot, c'est juste accessoires. Fait que pour des accessoires, j'allais dire t'intégrer. Pour les débutantes en BDSM. Fait qu'on a des harnais, des jarretières. On n'a pas beaucoup parlé de la jarretière. À un moment donné, je pourrais la mettre pendant l'intro. Je pourrais mettre le kit, genre, par-dessus mes vêtements. Bien sûr. Pour vous montrer, genre. Ouais. Denis. En plus, on l'a au studio. On va faire ça au prochain épisode. Voilà! Monokini, qui est une compagnie de céramique et de poterie. Là, c'est ça. Le SIA, il faut que tu me dises si c'est un synonyme, là, céramique et poterie. C'est vrai. Puis, ce que Monokini fait, qui est vraiment splendide, c'est des ateliers de poterie. Puis, elle peut se déplacer, fait que ce soit à domicile, avec votre entreprise, vous voulez refaire votre kit de vaisselle, puis que ce soit genre vos employés qui fassent tellement d'activités cool. Mais genre, tu as une compagnie aussi, je sais pas, là, de pâtisserie, puis tu veux que toute ta vaisselle, ça soit Monokini dans ton entreprise, ben bonsoir. Tu peux faire comme des demandes personnalisées. Fait que c'est vraiment c'est très classe. Oui. Donc, on remercie nos 4 partenaires épisodes. Bisous, on vous aime. Je tiens à vous dire que on a juste filmé un épisode, on en a 2 aujourd'hui, fait que priez pour nous, parce que notre énergie... Oui, puis c'est genre des épisodes qui demandent tellement de jus de cerveau. Là, je suis tellement concentrée sur tout ce que vous dites. Qui? Vous. Ben toi, parce que moi, je suis comme toi et l'invité. OK, je comprends. Bon, en tout cas, bon épisode, la gang. Hello. Bonjour. Aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Oui, on a Francis Dupidéry. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que nos abonnés attendent cet épisode-là. Oui, même dans la saison 1, on avait eu des demandes. Oui, fait qu'on est très, très contente, très choyée de te recevoir aujourd'hui. Merci de nous accompagner pour Ça me fait un grand plaisir. Pour cet épisode. Fait que je vais commencer par te laisser te présenter de quoi tu viens nous jaser aujourd'hui, puis d'où tu viens. Oui, alors, pour dire toute la vérité, je suis né à Montréal en 66, donc le siècle dernier, à l'époque de la guerre froide, pendant la guerre du Vietnam, que je n'ai pas faite. Et donc, je suis rentré à l'université en sciences politiques à l'Université de Montréal en 85. J'ai fait un bac, une maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, j'ai vécu, si je peux dire ça comme ça, là, comme une période où, en fait, il n'y avait pas vraiment de cours sur le féminisme. Il y avait un cours optionnel à mon époque, là, en sciences politiques, qui était enseigné par un chargé de cours, qui... la moitié de la session, en fait, il nous faisait lire
des auteurs comme Platon, Aristote, Hobbes, Locke, puis il nous montrait comment il parlait des femmes. Okay. Donc, c'était original. Il y a eu l'attentat Polytechnique, qui a été comme vraiment un choc. Moi, je n'étais pas sur le campus cette journée-là, mais j'étais étudiant à ce moment-là. La chute du mur. Après ça, au début des années 90, on a commencé à entendre le discours selon lequel, sur les campus américains, à cause de la political correctness, les féministes et les mouvements afro-américains empêchaient de lire les Dead White Men. Donc, apparemment, on ne pouvait plus lire Platon, Aristote, Hobbes, Locke, Dostoïevski, Shakespeare et tout ça. Et donc, apparemment, on imposait la lecture de Frantz Fanon, entre autres, ou des auteurs féministes. Bon, tout ça, c'était pas vrai, évidemment. Oui, c'était le discours des crises universitaires. Exactement. Là. Donc, et puis donc, ce discours-là qui avait comme une sorte de crise, que les féministes étaient trop influentes, que les hommes étaient écrasés. On entendait ça déjà dans les années 90. Mais moi, mes études ne portaient pas du tout là-dessus. J'étudiais le mot démocratie. En tout cas, c'est pas très important pour vous ici, là, mais donc moi, je suis allé faire un doctorat à Vancouver, à UBC. Après ça, au début des années 2000, j'ai fait un postdoc à Boston. Il y avait le mouvement altermondialiste, donc j'étais dans les réseaux militants. Et puis, dans les réseaux militants de type anarchiste, disons, anticapitaliste, il y avait des féministes radicales. Donc là, je suis rentré en contact avec ces discours, ces analyses, ces théories-là. Puis par rapport à ce qui vous intéresse, vous, au début des années 2000, c'est ça, vers 2004, 2005, 2006, il y a eu une coalition qui s'appelait la coalition anti-masculiniste, qui était une coalition ad hoc qui a duré quelques mois contre un congrès masculiniste à Montréal. Là, j'ai rencontré des féministes dont la sociologue, qui était historienne à l'époque, Mélissa Blais, donc qui faisait son mémoire, qui est devenu un livre sur la tuerie de Polytechnique. Et puis, on a commencé à collaborer ensemble et on fait des recherches depuis ce temps-là. Elle a fait des recherches toute seule et moi, je fais mes recherches toute seule, mais on fait des recherches sur l'antiféminisme depuis ce temps-là ensemble. OK. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Merci pour le petit descriptif du parcours. Fait qu'on a comme un peu touché au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est les hommes et le féminisme. Donc, toi, tu fais partie d'un de ces hommes qui s'intéresse au féminisme, qui lit sur le féminisme, qui écrit sur le féminisme aussi. Tu es auteur de plusieurs essais, plusieurs livres. Pour la préparation de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai lu ton livre sur la crise de la masculinité, en fait, le discours sur la crise de la masculinité, puis celui sur les hommes en tant qu'alliés. Donc, les hommes et les féministes, c'est quoi le rapport d'être un allié par rapport au mouvement féministe donc, des ouvrages très, très intéressants que je recommande à lire puis qui vont être mis en description aussi de l'épisode. C'est bon, je pense qu'on peut arrêter ici alors. Allez lire les livres. Allez lire les livres. C'est un bon punch, je trouve. C'est une bonne conclusion. Pour ceux qui s'y intéressent. C'est ça, fait qu'on peut commencer par discuter de c'est quoi la réaction des hommes contre par rapport au mouvement féministe. Donc, on a un mouvement féministe. C'est quoi les réactions qui ressurgissent, dans le fond, pour le groupe dominant? Une des réactions-là, c'est de la résistance. Oui. Ce que j'entends, mettons par rapport à ça, puis on l'a touché un petit peu avec ce que tu as nommé les Dead White Men. Dead White Men, oui. Du fait qu'on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de lire les classiques, on n'a plus le droit de dire nos classiques, on n'a plus le droit de séduire de manière classique, de manière traditionnelle. Oui. C'est un espèce de comme de la tragédie du séducteur moderne. Toi, Rosie, c'est-tu des trucs que tu as entendus, du politically correct? Pas tant que ça, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu as fait tes études, il n'y avait pas tant de cours sur le féminisme, mais nous non plus, tu sais. Je veux dire, des années après. Fait que c'est fou comment je trouve pas que c'est tant discuté, j'ai l'impression. Fait que dans ce genre de réaction-là, de résistance, c'est quoi que dans tes études, tu as remarqué? Tu sais, comme donner des exemples concrets, mettons. Oui, donc ça, c'est un bon point. C'est que la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de résistances qui sont basées sur des fausses prémices ou des fausses perceptions. Donc, donc là, je vous ai parlé ce qu'on disait, la political correctness, donc la rectitude politique dans les années 90, il y avait même un acronyme, c'était les PC. Donc, c'était le mouvement PC qui était... Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on va dire le mot woke, c'est la même chose. Ouais. Mais donc, en 2024, donc ça va faire 35 ans à peu près que j'entends ça, que sur les campus, les féministes et les antiracistes dominent. Mais à l'UQAM, en 2024, les lectures obligatoires pour le cours obligatoire en pensée politique classique puis en pensée politique moderne, les auteurs qui sont dans le descriptif, qui sont les auteurs obligatoires, c'est Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke. Il n'y a aucune femme, c'est les classiques. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de disciplines. Oui, en sociologie, c'est très blanc, c'est très mâle. En sexologie, je pense qu'on se rapproche aussi de ça. On n'est pas nécessairement meilleur que les autres programmes. On en avait parlé dans un des cours, justement, il me semble qu'on avait regardé tous les auteurs qu'on avait regardés. Oui. Puis on était comme,
Puis, je sais pas, tu sais, il me semble que tu avais passé un commentaire justement en classe parce qu'on parlait. Tu te rappelles-tu du cours d'épistémologie? Je passais beaucoup de commentaires en classe. Oui, c'est ça. Mais tu te rappelles-tu, je m'en rappelle plus exactement, mais comme quoi, justement, on parlait du féminisme, mais tous les auteurs qu'on lisait, c'était des hommes. Oui, et j'avais envoyé une liste de lecture à l'enseignant, justement. Ouais. Ils adorent ça. C'était ma première année d'université, j'étais très motivée, là. Oui. Et donc, ça, c'est à l'UQAM. Oui, à l'UQAM. Donc, alors, qu'on considère comme une université progressiste, où il y a un programme en études féministes, il y a des cours spécialisés en études féministes, il y a des étudiantes féministes. Donc, évidemment, si c'est comme ça à l'UQAM, on peut imaginer ailleurs. Donc, par rapport à la résistance, donc la première chose, c'est que les résistances antiféministes, elles vont... l'historienne Christine Barr montre même, mais d'autres historiennes d'ailleurs, montrent même qu'il y a des résistances à l'émancipation des femmes ou à l'égalité pour les femmes ou à la liberté pour les femmes avant même qu'il y ait un mouvement féministe organisé. Là. Donc, des fois, en fait, la résistance, ça commence même avant, face à la menace que peut-être les féministes vont faire des gains. Faire perdre des privilèges. Oui, et quand on dit des gains, là, il faut voir... évidemment, tous les antiféministes ne sont pas comme le tueur de Polytechnique, mais il faut voir le tueur de Polytechnique, par exemple, c'est très significatif. Il avait une lettre manifeste sur lui quand il s'est suicidé sur place, là, dans laquelle il identifiait 19 noms de féministes de l'époque. Donc, c'était des journalistes féministes, mais c'était des présidentes de syndicats. Et c'était la première femme pompière, la première femme policière, la première femme qui avait gagné un prix de la Chambre de commerce, la première femme animatrice radio en sport. Et en plus, il attaque Polytechnique. Donc, deux choses par rapport à ça qui est très significatif, c'est que les antiféministes, ils peuvent être en colère même quand il y a une seule femme, c'est déjà trop, ou quand les femmes sont clairement minoritaires, mais ils considèrent qu'ils envahissent l'espace des hommes. Donc, Polytechnique, quand ils attaquent à Polytechnique, les étudiantes, il y a à peu près 5 ou 6 fois plus de gars étudiants en Polytechnique. Là. Mais c'est pas une femme qui rentre à Polytechnique avec un semi-automatique pour tuer des hommes là, en disant vous prenez bien trop de place. Non, c'est un gars qui rentre en disant les étudiantes qui sont 1/5e, là, pour lui, elles prennent déjà trop de place. Puis vous le nommez dans vos livres aussi, il y a beaucoup d'exemples de masculinistes qui vont nommer les secteurs comme l'armée ou la police. Tout le temps les mêmes, les pompiers disaient les femmes commencent à envahir le milieu. Puis là, on a des données de comme 10 ans plus tard que ça a augmenté de quelques pourcentages à peine, ou parfois même ça régresse. Oui. Donc c'est vraiment un discours qu'on entend souvent. Oui. Là, par exemple, il y a une femme qui est rectrice, je ne sais pas c'est quoi son titre, présidente de Polytechnique Montréal. C'est la première fois qu'il y en a une de l'histoire de l'Institut, là. Que c'est une femme qui dirige Polytechnique. Je pense qu'elle a été nommée en 2022 ou 2021. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que les garçons, les hommes, c'est pas 50-50 qui peut nous enrager, c'est même bien avancé. Exactement. Et dans mon livre « La crise de la masculinité », j'ai montré en me basant sur des historiens et historiennes, c'est pas moi qui ai trouvé ça, qu'au moins depuis 500 ans en Occident, on entend ce discours-là. Donc, même au 18e, 19e siècle, quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit d'être élues, n'avaient pas le droit de prendre un emploi sans la permission de leur père ou de leur mari, évidemment, prenaient le nom de leur époux, n'avaient pas le contrôle des enfants. Évidemment, l'adultère féminin était puni plus que l'adultère masculin, avait peu de possibilité de divorcer. Bref, vous connaissez tout ça, vous ne pouvez pas rentrer à l'université. Donc, même à ce moment-là, on parlait d'une féminisation de la société, que les femmes dominaient les hommes, que les hommes étaient malheureux à cause des femmes, qu'il fallait faire attention à la perte des modèles. Là. Donc, c'est vraiment un discours qui est très, très, très fort et qui est toujours lié à l'idée que quand on dit que les hommes sont en crise ou les hommes sont souffrants ou les hommes sont désavantagés, on dit tout le temps du même souffle. Il faut revenir à un modèle masculin très précis, puis un modèle féminin très précis, puis les hommes et les femmes, ça doit être différent, puis les femmes, ça doit être comme ça, puis les hommes, ça doit être comme ça. Oui, les femmes vont être le bouc émissaire nommé en premier, et sans rien avoir fait, ou en ayant fait le minimum pour le problème des hommes, là, de ce que je comprends. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est tout ce qu'on a appelé, dans les années 90, il y a eu une expression qui a circulé pas mal, c'est les « angry white men ». Donc ça désignait aux États-Unis un peu les hommes 20-30 ans, Midwest, dans les secteurs industriels, qui perdaient leur emploi parce que les usines étaient délocalisées au Mexique, par exemple, avec les accords de libre-échange. Donc, eux, ils ont vraiment eu une régression économique par rapport à leur père, par exemple. Donc, ils n'étaient pas contents. Et donc, ils faisaient porter le blâme sur les femmes, comme tu viens de dire, mais aussi sur les minorités, les Afro-Américains. Alors que les personnes qui avaient pris les décisions
de désaccords de libre-échange et de délocaliser les compagnies, ben, c'était presque tous des hommes. Ouais. Donc, les politiciens qui avaient négocié ça, c'était des hommes. C'était Reagan, c'était Clinton, c'était Brian Mulroney, c'était le président du Mexique. Les grands négociateurs, c'était des hommes. Les dirigeants des entreprises qui délocalisaient General Motors, Ford, les grandes compagnies là, à Détroit, Michigan, tout ça là, de voitures, étaient toutes possédées par des hommes. Même les dirigeants de syndicats étaient des hommes. Tout le monde était des hommes. Là. Donc, en fait, après ça, de dire que c'est de la faute des femmes, c'est un peu bizarre. C'est un peu le ridicule de la situation. Là. La plupart du temps, quand on vient creuser, on comprend que c'est une société patriarcale et donc que la source du problème, elle fait que c'est dirigé, que c'est contrôlé, c'est géré par et pour des hommes. Puis qui vient faire la source de plusieurs problèmes. Une autre réaction au mouvement féministe, c'est la passivité, l'indifférence aussi. Oui. J'ai beaucoup d'hommes, là, je vais parler d'expériences personnelles dans mon entourage, qui sont juste très passifs, tu sais, vraiment sur les lignes des côtés des féministes. Ah, you go girl, faites votre truc, c'est bien, super, vous gagnez des droits, good job, props, sans jamais s'impliquer ni résister. Mais au final, c'est quasiment une forme de résistance, ne rien faire, là, selon moi. Mais ça, je le vois beaucoup dans mon entourage, cette espèce d'indifférence ou de faites votre truc. Puis, tu sais, si ces gens-là veulent commencer justement à être des alliés, mettons, là. Tu sais, je sais qu'on en parle un peu plus tard, mais c'est quoi la première chose qu'on devrait... Tu sais, mettons qu'on les aide puis on les accompagne, là. Tu sais, à part leur dire comme éduquez-vous puis tout. Tu sais, moi, ce que je remarque, c'est que j'aime ça quand ces personnes-là prennent parole dans des... Par exemple, dans des discussions où quelqu'un va passer un propos sexiste, par exemple, c'est quelque chose que je vois beaucoup, le silence. Puis c'est dommage parce que souvent, la voix des hommes porte plus dans un groupe masculin. Fait que je pense que les femmes aussi, on devient épuisées à un moment donné. Là. Moi, je viens tout le temps dans la position comme ça me tente juste plus. Fait que, quelle espèce de conseil on peut donner à ces personnes-là qui souhaitent passer de la passivité à quelque chose de plus actif mettons? Ben, tu l'as dit au début, là, je pense, moi, la première chose, c'est l'éducation. Puis je dis ça vraiment de manière réfléchie parce que, en fait, souvent, quand je fais des interventions, je donne des conférences, des choses comme ça sur d'autres sujets, parce que j'ai d'autres sujets là, qui ne sont pas intéressants ici, mettons, mais sur la question du capitalisme, les mouvements sociaux, la répression policière, etc. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit « Ah, l'important, c'est l'éducation », puis je dis « Non, l'éducation, ça ne change rien. » Par exemple, par rapport aux policiers. À la violence policière ou à la guerre ou des choses comme ça. Je dis, c'est pas l'éducation, ils savent ce qu'ils font, c'est pas un manque d'éducation, ils font ce qu'ils font parce que ils font ça comme ça. Et c'est pas en leur faisant lire des livres humanistes que les policiers vont être tout à coup plus gentils. Mais, donc, c'est pas une question d'éducation dans tous les domaines et à toutes les réponses. Mais sur la question du rapport des hommes et du féminisme, là, mon avis est différent. Je pense que réellement, et je le répète là depuis... longtemps, mais évidemment, personne ne m'écoute, moi. Mais en 2024, il y a tellement de moyens de s'informer sur le féminisme, c'est hallucinant. Ouais. Et donc, il y a plein de monde qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps ou que ce n'est pas leur médium favori de lire. Puis de lire des livres de 200-300 pages, il y a plein de monde qui ne font pas ça, puis c'est tout à fait correct. Donc, il y a évidemment des formats plus courts, il y a des blogs, il y a des podcasts, il y a des mini-vidéos de 2 minutes, de 30 secondes, de 1 heure, de 18 séries, de 172 épisodes. Vous avez tous les formats possibles, vous avez des bandes dessinées, vous avez... bref, fait qu'on peut vraiment s'éduquer. Puis, pourquoi, pour moi, c'est important, l'éducation par rapport au féminisme pour les hommes, c'est qu'on apprend sur nous. Et donc, on apprend... moi, je dis des fois semi-sérieusement, semi-à la blague, mais en fait, c'est sérieux, c'est sans le féminisme, on se comprend à moitié. Et le féminisme, en fait, il parle de nous aussi d'une certaine manière. Des fois, c'est déprimant, des fois, c'est décourageant, des fois, on réalise que, en fait, c'est pas terrible notre affaire, mais il nous apprend vraiment beaucoup sur nous. Donc, moi, je dis, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est s'informer. Ce qui a un double avantage pour les hommes, c'est qu'en plus, on apprend de manière générale et sur nous. Puis aussi, surtout, on évite le piège dans lequel on tombe souvent, nous, les hommes, c'est de penser qu'on peut réfléchir tout seul à des problèmes complexes auxquels les principales intéressants ont évidemment réfléchi depuis des générations et penser que la première idée qu'on a est absolument géniale puis personne n'y avait pensé avant nous. Oui, je pense que c'est l'erreur de commencer à apprendre sur le féminisme en pensant qu'on en prend avant tout sur l'autre, sur le mouvement, sur son histoire. C'est important, c'est une partie importante d'en apprendre dessus, mais apprendre sur le féminisme, devenir meilleur allié, devenir plus actif, c'est aussi avoir un miroir sur soi-même, sur ses comportements, sur ses biais, ses œillères,
Ça, je pense que c'est super primordial à comprendre. Oui, se remettre en question, puis c'est une forme d'introspection qui est nécessaire parce que, comme on a parlé avec dans un épisode du consentement, c'est que faut que tu te questionnes sur toi-même. Tu remets en question tes comportements, tes façons de penser, parce qu'on est toutes dans la même société. Je veux dire, on est toutes influencés par la socialisation. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile à faire pour un homme qui, au contraire, est dominant, donc vit tous les avantages, bien sûr. Fait que là, c'est comme de mettre un miroir en face de ta face puis être comme, voici ce que tu fais puis comment tu y participes surtout, tu sais. Oui. On peut explorer c'est quoi qui va pousser les hommes à devenir pro-féministes ou à s'intéresser aux féministes. C'est quoi leur motivation, dans le fond? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'un homme devient pro-féministe? Moi, j'aimerais savoir, toi, Francis, pourquoi tu es pro-féministe? Pourquoi tu t'intéresses? Tu ne sauras pas ça. Mais parce que moi-même, c'est un peu flou pourquoi moi, je pense que souvent, on se raconte sa propre histoire après coup. Là, donc, vraiment savoir pourquoi j'ai des hypothèses qui sont liées à mon histoire familiale et tout, mais c'est un peu flou. Je ne sais pas si c'est super pertinent non plus. Mais en tout cas, moi, je viens d'une famille où les rôles étaient assez conventionnels. Mes parents sont encore ensemble aujourd'hui. Ils sont dans les 80. Ma mère fait toutes les tâches domestiques et ménagères et faisait toutes les tâches parentales quand on était enfant. Mon père est très gentil, il nous aime et tout ça, là, mais c'était vraiment le rôle de pourvoyeur, puis il se fait servir à la maison et tout. Mais ma mère lui dit, puis ça continue comme ça. Et donc, puis ma mère fait plein d'autres affaires par ailleurs aussi. Là. Mais donc, j'avais ce modèle-là, puis mes premières conjointes m'ont dit que ça ne fonctionnerait pas comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que finalement, je suis en train de raconter mon histoire. Fait que là, je suis tombé dans le piège de... Mais l'expérience vécue est pertinente aussi. Là, c'est ce qu'on dit. Je vais le faire vite quand même. Quand j'avais 14-15 ans aussi, moi, je viens d'un milieu pas super riche, mais classe moyenne avec un fort capital culturel, disons, là, beaucoup de livres, et mon père travaillait dans le milieu du livre et tout. Et donc, j'ai à 12-14 ans, j'avais comme un tourne-disque dans ma chambre, puis j'écoutais des vinyles avant de me coucher, puis j'ai commencé à écouter des monologues de Yvon Deschamps. Donc ça, c'est les vieux monologues d'Yvon Deschamps du début des années 70, où Yvon Deschamps parle beaucoup des mères dans les quartiers pauvres de Montréal qui se font avoir, qui font tout puis qui se font avoir. Ça comme m'a mis un peu la puce à l'oreille sur certaines problématiques. Mes premières conjointes, la tuerie de Polytechnique, puis l'intérêt que j'avais, là, quand je pouvais au cégep, j'ai pris un cours, là, par-ci, par-là. Dès que je pouvais prendre un cours, là, comme même s'il n'y en avait pas beaucoup. Puis, voilà. Puis moi, mes vraies lectures des années 90, là, où quand j'avais plus une démarche militante et autonome, ça a été en lisant des féministes qui étaient ce qu'on appelle le courant français matérialiste. Là. Donc, c'est Christine Delphi, Colette Guillaumin, Paul Tabet, Nicolas-Claude Mathieu, pour les personnes qui s'intéressent. C'était ces auteurs-là qui analysent vraiment la question des rapports entre les hommes et les femmes en termes de rapports sociaux. C'est la question du travail, l'exploitation du travail domestique, la division sexuelle du travail, au niveau affectif, au niveau matériel, qui fait quoi, qui est payé pour faire quoi, qui n'est pas payé pour faire la même chose, on travaille pour qui, gratuitement, qui reçoit les bénéfices du travail. C'était beaucoup ce genre d'analyse-là. C'est ça la question? Oui, c'est ça. Okay. C'est d'où ça vient. Fait que c'est comme parsemé et d'éléments déclencheurs et d'influence du féministe, en fait, au cours du temps. Puis après ça, il y avait un truc un peu bizarre. Là. Ça, c'était un truc connexe qui était dans les années 80-90. Moi, j'étais plutôt dans la mouvance punk. Donc là, si vous replacez dans les années 80-90, la scène musicale, il y avait beaucoup de musiciens. Tous les bands avaient un musicien androgyne. Ça, c'était... Il n'y avait pas encore Judith Butler et les Terry Queer, là. En tout cas, on ne les connaissait pas, mais moi, je ne les connaissais pas, mais les boucles d'oreilles, tout ça, il y a eu toute cette période. Donc, moi, quand j'étais au cégep et au début de l'université, donc moi, je portais souvent une jupe qui était comme dans mon outfit punk, avec des bottes de combat et tout. Ça, j'ai fait ça vraiment pendant un bon bout de temps. Puis même au cégep, j'ai eu l'idée un peu absurde de commencer à dire, ouais, bon, dans le fond, moi, les toilettes genrées, je suis contre ça. Donc, au cégep, je rentrais dans les toilettes des filles si elles étaient plus proches. Bon, j'ai arrêté de faire ça assez rapidement parce qu'en fait, c'était vraiment complètement stupide. On fait nos erreurs en tant qu'alliés. Oui, exactement. Maintenant, ça marche mieux. Maintenant que, comme il y a un mouvement qui a demandé les toilettes non genrées, puis il y a les institutions qui dégenrent les toilettes, ça a plus de sens que de faire ça tout seul. Là.
c'était pas une idée géniale. Mais tu touches dans le fond, dans un de tes livres, tu cites là, 5 raisons pour lesquelles qui motiveraient quelqu'un à s'intéresser au féminisme ou à vouloir s'approcher d'être pro-féministe. Puis la première qui est nommée, c'est d'incarner une espèce de masculinité hybride ou masculinité non conventionnelle. Oui. Donc, c'est un peu à ça que tu touches avec ton histoire de toi au cégep, un peu punk, avec une jupe, puis qui s'intéresse justement, qui est influencé par ces chanteurs qui ont comme des styles plus androgynes. Est-ce que incarner une masculinité plus non conventionnelle, fait que porter du vernis à ongles, porter des jupes, avoir des cheveux longs, tu sais, c'est comme ce féminisme. Les cheveux longs, surtout, c'est très important. Oui. Causerait, dans le fond, de la persécution et ferait croire à la personne qu'elle vit un peu ce que les femmes vivent et donc s'intéresserait aux féministes. C'est-tu un peu ça le lien qu'on fait? Oui, c'est à peu près ça, parce qu'en fait, comme vous le savez, j'imagine, là, la contrainte à l'hétérosexualité, elle est entre gars, elle est très, très forte. Ouais. Donc là, c'est même plus que des effets de mode comme le vernis à ongles. C'est quand il y a une suspicion que tel camarade de classe, ben, finalement, il est peut-être gay, puis en fait, lui, il ne sait peut-être même pas d'ailleurs, ou il s'en fout, il est peut-être pas gay du tout. Mais en tout cas, quand il est efféminé, si on veut utiliser des stéréotypes, ben, les garçons entre eux peuvent être super cruels. Là. Et c'est une manière pour les hommes de montrer à tout le monde qu'eux sont hétéros. L'homophobie, être homophobe, ça veut dire qu'on est hétéro. Ouais. Et comme être hétéro, c'est important, ben il n'y a rien de plus facile que de stigmatiser, d'en prendre un puis de l'humilier devant tout le monde. Comme ça, nous, on a l'air clean. Donc, c'est de ces garçons-là ou de ces hommes-là dont je parle aussi, qui eux-mêmes disent, c'est-à-dire ils disent, quand il y a des enquêtes sur pourquoi des hommes sont pro-féministes ou appuient le féministe, ils disent, ben nous, le féminisme nous emmène de l'oxygène. Ça nous aide, là, parce que comme les féministes, ils ouvrent des espaces de transgression, ou permettent des transgressions ou contestent les normes de genre, ben nous, quand on se sent pas bien par rapport aux normes de genre masculine, on se sent en fait aliéné par ça. Même il y en a qui vont dire opprimé aussi. On voit le féminisme comme une force qui nous aide en fait là. Ouais. Je pense aux hommes qui m'entourent, puis ceux que je peux témoigner qui s'intéressent le plus aux féministes, c'est les hommes gays, les hommes trans, les hommes qui vont comme volontairement plus féminiser leur style. C'est eux qui ont tendance à plus s'intéresser à ma réalité, aux oppressions qu'on vit. C'est comme... En tout cas, je trouve que ça fait beaucoup de sens avec l'expérience que je vis avec les hommes autour de moi. Puis est-ce que de briser les codes de genre comme ça est une bonne façon de militer un peu pour le féminisme, ou au contraire, c'est comme de faire comme si, mais moi aussi, tu vois, je me fais rabaisser parce que je brise les codes de genre, même si on n'aura jamais le même vécu expérientiel, tu sais. Oui, ben de toute façon, là, je ne sais pas si on va passer les 5, mais pour moi, il n'y en a aucun qui donne une réponse parfaite, puis ça peut être du chauffement, puis ça a aussi des effets négatifs, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Oui. Donc, mon livre sur les hommes pro-féministes, là, il est... souvent, ils montrent comme une réalité, puis ils montrent tout de suite à côté, c'est plus compliqué. Fait que, par exemple, pour les hommes gays, je suis d'accord avec toi, mais dans le livre, je montre aussi 2 choses. Je donne la parole à des hommes gays d'aujourd'hui, de Californie, entre autres, puis hommes trans de France, entre autres, qui disent, nous, on est des alliés des féministes, mais ils disent, en fait, on constate qu'il y a aussi de la misogynie et de l'antiféminisme dans nos communautés. Et ça, c'est quelque chose qui est connu des lesbiennes depuis les années 70, probablement depuis avant, là, mais mettons, si on se fie au mouvement gay et lesbien, c'était gay et lesbien dans les années 70, dès le début, là, il y a les lesbiennes qui critiquent le mouvement en disant ben là, il y a beaucoup de choses pour les gars, pas beaucoup de choses pour nous, y compris même dans le village et en termes de services et même au niveau de l'argent, là, de ce qu'on a appelé la bourgeoisie gay de manière critique, là, mais elle dit, puis là, après ça, évidemment, les années 80, c'est une autre paire de manches parce que là, il y a le sida et les lesbiennes ont été super solidaires des hommes gays qui mouraient. C'était un hécatombe, là, donc ça, c'est un autre enjeu, là, mais c'est évident que c'était ça la priorité, là. Mais encore aujourd'hui, donc, il y a ça. Donc, oui, mais on peut aussi être gay et misogyne et homophobe. Oui, tout à fait. Et puis, par rapport à ta remarque, bien, évidemment, une des manières de regarder ça de manière critique, c'est super cute de porter des vernis à ongles et des boucles d'oreilles quand tu as 22 ans, puis tu es à l'UQAM, puis tu es rebelle.
mais premièrement, dans 10-15 ans, j'ai hâte de voir où tu vas être rendu. Tu vas peut-être être en veston-cravate, puis ça va être fini. Un. Puis deux, ben, ça peut être un message transgressif réel. C'est-à-dire, moi, il y a une signification politique à la symbolique. C'est pas parce que c'est symbolique que ça n'a pas de signification, mais moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que les femmes de son entourage disent et vivent. Oui, penserait de Fait que si à cause de ton vernis à ongles, tu peux pas faire la vaisselle, la femme n'a pas gagné grand-chose. Là. Je caricature évidemment, là, mais... Mais c'est que ça peut être une performance, tu sais. Exactement. C'est de tout prendre en contexte, là. Oui, puis il y a beaucoup, je trouve, vu que c'est justement, je pense que c'est une autre des raisons, mais vu que c'est à la mode aussi, tu sais, qu'on en parle de plus en plus, puis surtout de briser les codes de genre. Il y en a de plus en plus, autant dans les représentations médiatiques, de mettre du vernis à ongles, de porter des jupes, d'être plus efféminé. Mais après, c'est pas juste ça, tu sais. Je veux dire, c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup, je trouve, dans notre génération, l'espèce de mode du féminisme. Puis de, tu sais, André Pou, on en a parlé souvent, mais de nos amis qui s'autoproclament féministes. Puis après, tu creuses un peu plus loin, puis t'es comme... je dirais pas tant de choses positives. Fais-tu des tâches ménagères à la maison? Tu sais, tu parles avec leur blonde, puis t'es comme... Exact, c'est ça. Mais en fait, pour être encore plus précis, si je peux me permettre, ces effets de mode-là, qui ont l'air d'être des nouveautés, en fait, c'est des répétitions. Et donc, donc, à la fin des années 60, quand il y avait la mode des hippies, tu as parlé des cheveux longs, là, quand il y avait la mode des hippies. Donc là, faire l'amour, pas la guerre, blablabla, les LSD, tout ça, non, mais c'était ça. Et donc là, ces gars-là, ils se disaient... ils se réappropriaient leur part féminine, ils n'étaient pas des gars machos, ils étaient près de la nature... ils buvaient des tisanes, ils avaient les cheveux longs. Les conservateurs disaient ça n'a pas de bon sens, ils ont l'air des femmes, on ne reconnaît plus les hommes des femmes, c'est un scandale, ils ne respectent plus l'autorité, qu'est-ce que ça va donner, ça va détruire nos familles, etc. Bon, ben. Après ça, dans les années 80, il y a eu ce que je vous ai parlé, quelques hommes portaient des jupes, il y avait les rockstars comme Prince, Boy George, il y en avait plein, là. Je vous dis, vous prenez même des groupes, des boys bands là, de rock, de base, là, rien de transgressif et tout. Il y avait tout le temps, c'était souvent le bassiste, je sais pas pourquoi, là, qui était efféminé. Là. Puis là, après ça, là, dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait 90-2000, il y avait l'expression des hommes roses. Puis là, il y avait tout plein de reportages sur les hommes qui poussaient des poussettes puis qui donnaient du biberon au parc La Fontaine, puis tout ça. Puis là, on est en 2020-24. Là, il y a les hommes portent du vernis à ongles, puis... Mais là, c'est un discours qui revient, c'est cyclique, là. C'est pas ça fait, c'est parce que ça fait au moins, là, de mon vivant, ça fait 65 ans qu'il y a des nouveaux hommes avec des nouvelles modes, mais les données sociologiques des rapports de couple hétéros, ben ça bouge vraiment pas si vite que ça. Là. Fait qu'on voit qu'il y a une grande place de la performance de cette masculinité alternative-là, puis il n'y a pas réellement de changement dans les comportements en tant que tels. Exactement. Puis les études qui sont faites sur les mouvements contre-culturels montrent, malheureusement, même si évidemment il y a plein de cas de vieux punk, vieux hippies, vieux qui restent fidèles à leurs valeurs, mais tendanciellement, les études sur les mouvements contre-culturels montrent que généralement, quand on les retrouve à 35, 45, 50 ans, bien, en fait, la grande majorité de ces gens-là, ils correspondent aux statistiques majoritaires de leur génération. OK. En termes de mariage, divorce, enfants, profession, revenus, tout ça, là, ils sont... j'ai pas l'air cynique du tout, hein. C'est pas ça va. C'est super bon pour le moral. C'est là. Parfait. Okay. Mais regarde, il faut. Okay. Rosie, tu as touché à un autre sujet qui est l'intérêt. Il y a des gens qui vont s'intéresser au féminisme simplement par intérêt parce que c'est à la mode. Un autre truc, c'est la deuxième raison pourquoi quelqu'un va s'intéresser. Mais je veux dire un truc, excuse-moi, avant qu'on continue, je veux dire un truc bizarre qui est... je veux dire un truc bizarre, mais je pense qu'il est lié à ce que je viens de dire. C'est la force des institutions, puis la force de la socialisation, puis la force du système. Puis là, je vais comme d'une certaine manière inverser mon commentaire par rapport aux nouveaux hommes, aux hommes transgressifs et tout. Oui. Moi, comme je vieillis, les féministes radicales que j'ai connues quand elles avaient 20 ans, elles ont maintenant 45. Il y en a qui approchent de 50 ans. Elles sont encore féministes radicales. Il y en a qui sont en couple hétérosexuel, il y en a qui ne sont pas en couple hétérosexuel, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, etc. Mais elles ont des familles, des parents qui vieillissent. Et donc, elles sont féministes radicales. Elles sont capables de faire l'analyse critique de la situation des proches aidantes au Québec.
elle voit que les proches aidants, c'est des femmes, que les frères font rien, que les sœurs, c'est elles qui s'occupent des parents. Mais elles vont s'occuper de leurs parents, elles vont s'occuper de leur père, elles vont à l'urgence, elles placent leur père en CHSLD, elles accompagnent leur père, leur mère aussi, mais elles sont féministes radicales, elles sont peut-être même critiques de leur père, mais elles le font parce que le système fait que si elles ne le font pas, ils vont être tout seuls. Exact. Tombent dans les cracks du système. On en a parlé dans notre cours sexualité et vieillissement là, de l'association des proches aidants, puis que les statistiques, je m'en rappelle plus par cœur, là, mais c'était terrible. On regardait ça, puis on a dit, mais ça n'a pas de bon sens. Ben, en même temps, ça fait du sens. C'est comme, bien sûr. Puis, tu sais, moi, je travaille dans le domaine de la santé. Si je regarde autour de moi, les hommes sont minoritaires, mais minoritaires. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui s'intéressent au domaine du care, puis encore moins à le pratiquer. C'est vraiment flagrant. Ouais, vraiment. Merci pour la pression. C'est très, très pertinent. Une autre raison pour laquelle les hommes vont s'intéresser aux féministes, c'est juste parce qu'ils s'intéressent de base à la justice sociale. Donc, oui, exact. Un homme qui va être déjà intéressé par l'antiracisme, par exemple, va avoir plus de chances de s'intéresser aux féministes. Oui. Donc, c'est un peu par association. Oui, c'est les gens qui sont égalitaristes. Ouais. Mais donc, vous pouvez être égalitariste, vous pouvez être donc contre le capitalisme, contre le racisme, contre le sexisme, contre le colonialisme. Ça fait partie de la palette. Il y a beaucoup de groupes radicaux, militants, qui ont aussi d'ailleurs une liste. Là. Ils sont contre ceci, cela, puis ils font la liste de tout ça. Des fois, c'est juste un truc de façade ou c'est juste une déclaration de principe plutôt. Ils sont pas très mobilisés sur certains fronts. Puis évidemment, vous pouvez être un homme de gauche et d'extrême gauche et être un agresseur sexuel par ailleurs. Tout à fait. Il y a des exemples dans l'histoire. Oui. Mais tendanciellement, les hommes pro-féministes sont plutôt à gauche, puis la droite, évidemment, ils sont moins tendanciellement. Après ça, il y a des situations bizarres. Là, ça remonte vraiment très loin, mais par exemple, au Canada, le gouvernement qui a accordé le droit de vote des femmes, c'était lié à la Première Guerre mondiale, c'était Borden, qui est un gouvernement conservateur. Donc, il y a des petites exceptions historiques comme ça. Je ne dis pas que c'était un grand féministe, là, mais... Oui. On n'ira pas jusque-là. Il y a le troisième point que je trouve super intéressant, qui est l'affection à l'égard des femmes. Donc, un homme va s'intéresser aux féministes par affection, par amour. Puis, je le citais là, à Rosie avant le début de l'épisode, mais il y a des gens qui tuent par amour. Exact. Fait que de prétendre... puis là, je le cite de votre ouvrage, justement, mais de prétendre qu'aimer les femmes, c'est assez pour être allié, pour être auprès d'elles dans leur lutte, c'est quelque chose qui est tellement ridicule pour moi dans mon esprit. Là. Ouais, de l'espèce d'argument « j'aime ma mère, donc je suis féministe ». Non, mais c'est pas du tout automatique. C'est comme être de gauche, c'est pas automatique qu'on est pro-féministe. Puis être minorité de genre, c'est pas non plus, on n'est pas nécessairement pro-féministe, mais ou un homme gay, mais c'est amour ou empathie. Hein, et je suis tout à fait d'accord. Moi, des fois dans ma classe, je dis que le patriarcat, au niveau idéologique, c'est vraiment le meilleur système parce que c'est le seul système qui est fondé idéologiquement sur l'amour. Et donc, de l'amour de la subalterne envers le dominant. Et les autres systèmes ne demandent pas ça. On demande pas. Le patron ne pense pas que son employé l'aime. Ouais. Le maître ne pensait pas que son esclave l'aimait. Le gardien de prison ne pense pas que le prisonnier l'aime. Bref, dans les autres systèmes de domination, on ne pense pas que la personne qui est dominée ou exploitée ou subalterne ou inférieure politiquement ou en termes de droit, etc. Mais le patriarcat, c'est l'amour. Et ça, c'est vraiment un coup de génie, là. Oui, je ne l'avais jamais pensé de cette façon-là. Puis là, ça m'ouvre l'esprit à une toute autre... Tu penseras à ça le prochain Saint-Valentin. Et donc... puis, je fais une blague sur Saint-Valentin, mais on voit avec toutes les représentations que ça vient, la robe blanche et tout ça, bon. Des fleurs, tout ça, bon. Donc, l'amour. Mais, cela dit, et tu as tout à fait raison de dire que ceux qui perpétuent des homicides conjugaux, post-conjugaux, ils font croire que c'est par amour qu'ils ont tué leur conjointe, là, ce qui est évidemment complètement absurde. Mais, c'est par égocentrisme, ou power trip, mais cela dit, même si on dit tout ça, je pense que dans certaines situations, et je donne souvent cet exemple-là parce que c'est de là que ça me vient aussi, évidemment,
beaucoup d'hommes peuvent dire qu'ils aiment leur mère et se laisser totalement servir les pieds sous la table et se faire servir par leur mère, là, mais évidemment, leur mère est la femme la plus extraordinaire du monde, obviously. Mais, et elle va dire qu'elle fait ça par amour. Mais cet exemple-là, je le donne aussi en pensant à des expériences que j'ai eues ou des témoignages que j'ai eus. C'était des hommes, par exemple, qui me disaient moi, j'ai jamais vraiment pensé à ces questions-là de féminisme au Québec. Je pensais en plus que l'égalité était atteinte. Oui. Et puis, j'ai eu des filles. Et puis là, comme à l'école primaire, je commençais à regarder comment ça marchait. Puis là, j'étais comme, c'est bien bizarre. Il me semble que mes filles, c'est plus rough pour elles que pour des garçons que je vois autour. Il me semble qu'il y a des choses qui leur sont encore fermées aujourd'hui au Québec, qu'elles ne sont pas traitées pareil. Puis là, ils commencent à s'inquiéter pour leurs filles. Et ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs filles. Et donc, ces hommes-là, d'une certaine manière, pour moi, ils deviennent comme féministes ou pro-féministes par amour pour leurs filles. En se disant, moi, je veux que mes filles aient les mêmes possibilités que les garçons. Et c'est comme ça qu'ils l'expliquent eux-mêmes. Oui, c'est comme il faut le vivre pour le croire un peu, mais ils vivent à travers l'expérience de leur fille à ce moment-là. Exact. Je trouve que c'est ça qu'on voit aussi, moi, par mes partenaires que j'ai eu, le seul moment où je réussirais à avoir de l'empathie de leur part, c'est d'expliquer, par exemple, j'explique comment moi, j'ai vécu du harcèlement de rue. Fait que là, vu qu'ils me connaissent, moi, sont capables de rattacher une émotion à tout ça. Puis là, tu réussis à comme retirer une émotion puis de l'empathie. Parce que, premièrement, ce n'est pas eux. Fait que c'est un groupe d'hommes qui ne font pas partie. Et deuxièmement, c'est moi la victime. Fait que vu que tu connais la personne, il y a comme une part d'empathie. C'est les seuls moments où j'ai senti que je pouvais un peu je sais pas comment dire, mais... Une réelle écoute, un genre... Puis je trouve ça injuste. Oui, c'est ça. Exact. Parce qu'ils disent, t'es notre ami, c'est pas juste que tu te fais sécuriter dans la rue. C'est ça. Fait que c'est comme je te connais, blablabla. Fait que c'est là que tu vois de l'empathie. Fait que c'est à ça que ça me fait penser, l'exemple aussi avec le père et ses filles, tu sais. Mais sinon, c'est difficile à croire, tu sais, si tu connais personne qui en parle ouvertement, que tu connais, ça existe pas, puis c'est pas toi qui en fais partie de ce mouvement-là, tu sais. Hey boy. Puis finalement, la dernière raison qui est citée dans ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, là, c'est pas une liste exhaustive nécessairement, mais c'est l'influence du féminisme. Donc, l'influence du mouvement en tant que tel qui va venir d'éteindre, en fait, si on peut dire, sur la personne. Puis, je vais citer une des phrases que j'ai trouvée tellement éloquente, là. Il y a derrière chaque homme pro-féministe plusieurs féministes épuisés d'avoir tant bataillé et de s'y être tant confrontés. Oui. Oui, ben ça, c'est c'est soit dans des milieux, donc dans les milieux de travail, milieux d'études, milieux associatifs, milieux politiques, milieux familial. C'est sûr que s'il y a plus de féministes, ça crée des rapports de force. Puis là, il y a des hommes qui doivent se positionner par rapport à ça. Donc, il y a des hommes qui vont être dans la résistance, il y a des hommes qui vont être dans le silence, comme vous avez dit tout à l'heure. Puis il y a des hommes qui vont dire, moi, finalement, je vais prendre ce parti-là. Tu peux faire des calculs que c'est par intérêt. Puis dans les rapports interpersonnels aussi, moi, j'ai plein de stratégies pour dire que oui, on va faire ça également, par exemple, les partages des tâches domestiques. Puis là, les mois passent, puis finalement, j'ai autre chose à faire cette journée-là, puis finalement, je vais le faire plus vite, puis ça, fait que là, il faut que ma blonde elle refasse un rapport de force régulièrement. Puis, fait que s'il n'y avait pas le rapport de force, je serais je suis pas un génie non plus, là, je suis pas le prix Nobel du féminisme, mais je serais certainement un piètre pro-féministe. Là, je suis comme médium seigneur, mettons. Là. Mais c'est de l'effort pour elle, là, et de la frustration et de la colère, et elle n'est pas contente. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Je sais pas si toi aussi t'as senti genre dans ton couple que t'as eu le rôle de quasiment d'éducatrice avec tes chums. Ben oui, c'est sûr, mais il y a souvent... Tu finis par éduquer, puis à un moment donné, quand tu vois que les façons d'éduquer ne fonctionnent pas, il y a une espèce de lâcher-prise où tu finis par... Si on parle, mettons, des tâches ménagères, t'es comme, je vais le faire, finalement. Puis tu finis que t'en parles même plus parce que ça crée de la chicane, puis ça crée des discussions où tu te fais dire que c'est donc bien lourd de tout le temps parler de ça. Fait qu'il y a un épuisement qui vient avec ça aussi, là. Fait que moi, dans mes relations, avant de comme... Parce que des fois, c'est petit à petit, hein. Puis là, c'est après, quand tu vois que le pattern est persistant, c'est là que tu réalises à quel point comme, tu te fais avoir dans l'histoire. Là. Fait que, mais il y a vraiment moi, j'ai senti que c'était comme, OK, j'éduque. Puis là, je suis fatiguée. Fait que là, je finis par tout prendre la charge. Puis là, après, je réalise la charge que je prends. Oui, vraiment. Dans mon petit livre, je cite
Elle a fait sa maîtrise à l'UQAM en sciences politiques, puis après ça, son doctorat à l'université Laval, puis elle enseigne au cégep Grasset. C'est Stéphanie Maillé, donc M-A-Y-E-R, Maillé. Elle a au moins 2 textes accessibles en ligne là, qui sont sur les conflits dans les couples hétérosexuels. Oui, on l'a beaucoup lu en sexo. Et puis, elle a dit, on sait que les couples hétérosexuels, ils sont inégalitaires à plusieurs niveaux en faveur des hommes et en défaveur des femmes, mais on comprend pas ou on tire pas la conclusion logique de ça qui va donc y avoir des conflits. Et que les conflits... et donc, elle, ce qu'elle laisse entendre, c'est que si les couples étaient beaucoup plus égalitaires, il y aurait moins de conflits. Mais comme il y a de l'inégalité, il y a des conflits. Dans ce cas-là, ça va être les femmes qui vont les soulever les conflits. Et évidemment, comme vous avez dit, ben, c'est de l'effort et c'est fatigant. Mais en tout cas, ces textes-là de Stéphanie Maillé sont vraiment très intéressants par rapport aux dynamiques des rapports de force dans les couples hétérosexuels. Oui, puis je me suis souvent retrouvée à me sentir comme un boulet dans ma relation, d'être la seule qui souligne les problèmes. Puis, tu sais, ça a beaucoup été dans des périodes de colocation avec mes ex-partenaires où, j'ai l'impression d'être la seule de chialer contre telle affaire, contre la manière dont on partage notre temps, dans la manière dont il y a 2 fois plus de temps libre que moi. Puis, on dirait que je suis tout le temps en train de faire de quoi. Puis, je deviens comme cette espèce de germaine désagréable au sein de mon couple. Mais, tu sais, quand je creuse un peu plus, bien, ça touchait juste des enjeux de charge mentale ou de partage de tâches. Puis je me dis, oh mon Dieu, si j'avais eu les mots à cette époque-là. Tu t'es vue comme la vilaine. Après, tu sais, c'est toi qui es lourde. Puis je me rappelle de quand, tu sais, des fois, tu me voyais puis tu étais comme, bon, mais on s'est encore chicané, tu sais. Puis c'est encore moi qui parais comme la mauvaise personne parce que c'était donc bien lourd comme discussion. Fait que c'est comme si on n'est jamais gagnante dans l'histoire. C'est comme si on devait rester dans le silence puis continuer d'avoir ces rôles-là pour avoir l'espèce de sérénité dans nos relations, mais de souffrir en silence, tu sais. Fait qu'on ne sait pas quoi faire. Yeah, c'est le fun, hein? Oui, toujours un plaisir. J'aimerais qu'on parle un peu du fait d'être allié. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être allié, d'être un homme allié? Oui, mais comme je dis, c'est jamais parfait. Puis il va probablement toujours avoir, si elle s'y intéresse, là, des féministes qui possiblement peuvent voir qu'il y a tel problème avec telle position ou pas de position, ou justement... tel homme pro-féministe va dire « Ah ben moi, je pense qu'il faut que je prenne la parole sur ça. » Les féministes peuvent dire « Ben, il ne devrait pas prendre la parole sur ça, il devrait laisser parler. » Ou s'il ne prend pas la parole, « Ah ben non, il devrait prendre la parole. » Ou donc, il y a toujours une manière de calculer les tactiques et les stratégies où ça peut paraître... c'est la même chose avec le mouvement antiraciste, c'est la même chose avec d'autres types de mouvements là, où les personnes principalement concernées, elles disent « Ouais, ben là... » Évidemment, elles n'ont pas toute une vision homogène et unitaire de c'est quoi les meilleures façons de fonctionner, c'est quoi les meilleures façons de mener la lutte, et donc c'est quoi la place, dans ce cas-là, des alliés dans la lutte. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas d'unité là-dessus. Donc, on peut toujours faire des gaffes, évidemment. On peut toujours, par bonne foi ou mauvaise foi d'ailleurs. Mais oui, c'est possible. Puis je dis tout le temps que, de toute façon, dans tous les luttes politiques qui sont liées à des inégalités ou des conflits sociaux ou des inégalités, il y a toujours des personnes qui ne sont pas du côté où on penserait qu'elles devraient être. Donc, le philosophe afro-américain, le Charles Mills, qui a écrit le livre Le contrat racial, lui, il parle des renégats de race ou des traîtres de race, puis il mentionne des hommes blancs, des hommes et des femmes peut-être, mais en tout cas des personnes blanches dans l'histoire des États-Unis qui ont été du côté des Afro-Américains qui étaient contre l'esclavage. Il mentionne même le célèbre John Brown, qui lui, en fait, à l'époque de l'esclavage, était un homme blanc très religieux qui, avec ses fils, ils ont attaqué un arsenal pour voler des armes pour les distribuer aux esclaves. Ça n'a pas marché du tout, ils ont été pendus. Donc... un point pour l'effort. Ouais, 3 parce qu'ils ont 3 été pendus. Mais puis il va mentionner d'autres, Garrison, je pense, puis Wendell, bref, je ne me rappelle plus des noms. Mais il y avait surtout, c'était souvent des Quakers, là, mais il y avait des hommes blancs qui étaient pour l'abolition de l'esclavage. Les esclaves étaient évidemment abolitionnistes avant tout le monde, là, mais donc, ça c'est un cas. Il y a des Juifs, ben, là on est aujourd'hui là, en plein dans le massacre là, à Gaza. Ben, il y a plusieurs voix juives qui s'élèvent, qui disent « Non, on est des Juifs pour la paix, on est des Juifs en solidarité avec la Palestine. » Il y en a même qui se font arrêter à New York et ailleurs. Il y en a qui prennent des positions. Il y a des organisations comme Voix juive, indépendantes et tout. Donc, vous pouvez être alliés, pas là où on pense que vous devriez être. Il y en a tout le temps. Mais ce que je souligne dans ce que tu es en train de dire, c'est que pour être allié, en tout cas pour être au minimum digne de mention, c'est d'être actif.
c'est d'agir. La position d'allié va nécessairement nécessiter d'avoir un rôle qui prend action. C'est pas un titre, c'est pas une étiquette à se poser, puis oui, et voilà, exact. On s'en lave les mains, puis c'est terminé. Ça, je pense que c'est une des premières bases à dire. Oui, sinon, c'est juste une opinion. Donc, on fait un sondage. Est-ce que tu es pour l'environnement? Tu dis oui. Tu es dans ton char, là, puis tu réponds, tu dis oui, je suis pour l'environnement, là, en train de rouler vers l'aéroport pour prendre l'avion. Là. Mais, puis en mangeant ton steak, puis tout ça. Donc, évidemment, tu peux être pour l'environnement. Plein de monde sont pour l'environnement, puis ils ne changent pas leur comportement. Moi, je ne change pas beaucoup mon comportement par rapport à l'environnement d'ailleurs. Donc oui, les actions. Après ça, les actions, je m'inspire là, de brochures liées au mouvement autochtone radical d'Amérique du Nord. Ils distinguent les alliés qui pensent qu'en fait, une alliance, c'est entre des groupes égaux. Puis là, donc ces autochtones radicaux disent, ben ça, c'est un peu problématique comme vision parce qu'on n'est pas égaux. Il faut reconnaître le fait que même dans le mouvement social, il y a une reproduction des rapports inégalitaires. Donc, eux, ils vont préférer, par exemple, les termes ou les positions de ce qu'ils appellent les complices, qui prennent des risques dans la transgression, ou aussi les auxiliaires, qui sont là, mais plutôt en appui ou qui attendent des cues, qui attendent des appels du pied, qui attendent des suggestions des groupes pour venir en aide. Et puis, par rapport à ce que tu disais, ben il y a une tradition, ça va paraître un peu bizarre comme exemple peut-être là, pour plusieurs personnes qui nous écoutent, mais il y a une tradition, par exemple, du 19e siècle, des hommes en Angleterre, aux États-Unis ou même au Canada, qui en fait étaient des alliés, des auxiliaires, des mouvements pour les droits de vote des femmes, entre autres, en donnant de l'argent. OK. C'était des gens, des professions libérales, plutôt progressistes dans leurs idées. En plus, fin du 19e siècle, les femmes, elles avaient très peu d'argent. La plupart des femmes n'avaient pas d'emploi, la plupart des femmes n'avaient pas d'argent pour elles-mêmes. Donc, en fait, leur mouvement était pauvre. Et donc, en fait, elles avaient besoin. Donc, ça a été une manière d'aider. Il y a eu donc, dans l'histoire, il y a eu, depuis des centaines d'années, il y a des hommes qui disent qu'ils sont pour l'égalité entre les sexes, puis ils prennent position de différentes manières, en écrivant des livres, en donnant de l'argent, en étant dans des représentations, aux États-Unis, il y a des figures célèbres comme l'ancien esclave Frédéric Douglass, qui était un conférencier célèbre, qui était invité dans les congrès de femmes pour le droit de vote, là, parce qu'il était tout à fait reconnu comme un allié, un complice ou un auxiliaire, appelez ça comme vous voulez. Là. Un autre point qu'on pourrait dire pour les bases d'être un allié, c'est que c'est pas un titre qu'on se donne à soi-même non plus. Je pense qu'on peut pas s'auto-proclamer allié. Ça, je pense que c'est une erreur qu'on peut faire. Puis que c'est pas un poste permanent non plus. Non. C'est pas parce qu'on est allié dans une période de notre vie qu'on va l'être pour toujours, que dans la même journée même, on peut faire un geste contre-productif le matin puis un geste productif le soir, puis on peut faire un faux pas en journée dans un souper entre amis, puis après le soir, on va à une manifestation. Tu sais, il y a comme... C'est pas quelque chose de... C'est pas acquis, en fait. Tout à fait. Et puis aussi, c'est que c'est... Bon, puis en plus, la lutte féministe, elle a quelque chose, surtout si vous êtes un homme hétérosexuel, mais bon, il y a la famille, de toute façon, généralement, pas mal de monde ont une famille quand même, où on croise souvent des hommes et des femmes, quoi qu'il peut y avoir deux mères, là, mais une des caractéristiques, évidemment, avec la question féministe, c'est que pour beaucoup d'hommes, ça implique aussi des rapports privés. Donc, si vous habitez à Montréal, vous êtes pour la Palestine, bon, ben, vous vous promenez avec un macaron pour la Palestine, puis vous signez une pétition, mais vous ne vivez pas à Gaza, vous ne vivez pas avec une personne palestinienne, vous vivez pas, vous êtes, c'est vraiment quelque chose, une solidarité à distancier. Mais dans le cas de beaucoup d'hommes, c'est lié aussi à leur vie privée. Et là, ce qui est, pour enchérir sur ce que tu viens de dire, c'est non seulement on peut faire des gaffes aussi le matin, puis, mais aussi, c'est que, comme c'est pas notre lutte, à n'importe quel moment, puis ça revient aux questions des tâches domestiques, entre autres, c'est qu'on peut arrêter, nous. Oui. C'est un peu ce que pose le privilège aussi. Oui. C'est le privilège de pouvoir rien faire, de pouvoir lâcher prise puis qu'il n'y aura pas de conséquences sur soi. C'est ça, parce que c'est plus difficile d'être actif de toute façon. Fait que si tu veux retourner dans ta période de repos... C'est plus facile aussi, rien faire. Ouais. Oui, exactement. Fait que ça te demande d'être dans une position inconfortable. Puis tu sais, si je parle du côté plus individuel dans ce qu'on voit dans le quotidien, de prendre parole, de dénoncer tes amis, c'est pas des... Puis c'est malheureusement ce qu'on voit pas justement parce que c'est des positions confortables. Tu sais, dans les groupes d'amis que j'ai été avec mes anciens partenaires, quand leurs amis passent un commentaire, personne ne dit rien, puis on renvoie un sujet pour être sûr que, comme, OK, on n'en parle pas, ou on rit,
où, tu sais, il y a comme... c'est vraiment une position qui n'est pas confortable. Fait que c'est... tellement pas, là. C'est ça. Fait qu'on on les comprend de rien faire, tu sais. T'as-tu d'autres exemples d'hommes qui se proclament féministes ou alliés, genre, dans ton entourage? Ben, je trouve que des fois, c'est plus un discours qui se dit, mais moins dans l'action, tu sais. Ouais. Fait que... tu sais, juste les tâches, des fois, c'est que tu retrouves des excuses de comme « Ah non, mais c'est vrai, tu sais, toi, tu sais, c'est chez toi, tu sais où va la vaisselle. » Tu sais, des petites phrases, des fois, que tu te rends compte que... C'est des jokers. Oui, c'est ça. Ça prend pas un diplôme pour savoir comment faire la vaisselle. Là, oui, c'est ça, c'est pas... exactement. Fait que je pense que des fois, le discours ne suit pas les actions, c'est ça? Oui, vraiment. Fait que ça, je le vois beaucoup, puis... Sinon, quand je réussis un peu à avoir de l'empathie, c'est un peu pour tous les exemples que je disais avant, il faut que je me mette dans une position de victime pour éduquer. Puis sinon, ça va pas bien loin, tu sais. Fait que c'est pas fort. Je me reconnais là-dedans. J'avais justement un ex-partenaire où j'ai remarqué, mettons, que dans les soupers d'amis qu'on avait, toutes les blondes des amis étaient complètement effacées. Complètement effacées. Puis je m'en rendais compte, plus de temps je passais au cours de la relation où les blagues auxquelles on riait, c'était les blagues des gars. Puis quand les femmes parlaient, elles se faisaient couper la parole ou leur voix était un peu effacée. S'ils montraient une blague sur leur téléphone, ils la montraient à tout le monde à la table, sauf aux blondes. C'était tellement... C'était explicite, ça me faisait capoter. Puis particulièrement une personne dans le groupe d'amis qui prenait la parole, qui faisait des blagues vraiment dérisoires, des blagues, puis qui se proclamait pro-féministe, puis qui se permettait de faire des blagues sexistes en se disant que c'était de l'ironie, puis que c'était de la satire, puis... ça m'exaspérait. Puis j'ai essayé de l'aborder auprès de mon ex-partenaire à ce moment-là. Puis il s'était mis à pleurer quand j'en avais parlé. Puis j'ai dû le rassurer parce qu'il me disait que j'avais gâché un beau moment, qu'on passait une belle soirée. Puis là, que j'arrivais avec des sujets lourds qui n'avaient pas lieu d'être. Puis je me suis dit, OK, non, ça va loin, là. Je me rappelle, ce moment-là, ça avait été un gros déclic où je m'étais dit, non, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie qui peut réfléchir sur soi puis sur son groupe d'amis. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de... Oui, ça a été un gros déclic, cette fois-là. Je me reconnais là, sur le fait des paroles par rapport aux actions. Oui, parce que des fois, ces mêmes personnes-là, ça va être ceux qui vont arriver avec un souper d'amis avec un livre sur le féminisme dans les mains. C'était tout à fait le personnage. C'est ça. Oui, vraiment. Fait que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, puis ça me fait penser un peu à ce qu'on disait, le féminisme est à la mode, tu sais. Ouais. Puis dans les discussions, oh mais oui, absolument. Mais c'est quand tu les vois agir avec les autres gars que t'es comme... Dans ton livre, tu cites un exemple où tu arrivais dans un souper d'amis puis tu avais appris plein de choses sur les violences sexuelles. Je pense que tu t'es mis à blablabla pour enfin réaliser que tu mansplainais un peu. Un petit peu, oui. C'était des femmes, en fait. Puis je m'étais dit... Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai réalisé, en fait, que les connaissances que j'ai eues en termes statistiques auraient dû me faire comprendre qu'il y avait au moins... malheureusement, une femme autour de la table qui avait probablement subi une agression ou avait été témoin ou une de ses amies, puis que moi, j'étais en train de complètement oublier ça comme si c'était juste des nouvelles connaissances, le cool que j'avais appris, que je partageais, Un truc que je vois beaucoup aussi, on a fait un épisode sur les violences sexuelles que moi et André, on partageait. Des fois, je me rappelle de des moments où j'en parlais avec mes amis, puis c'est comme, eux, ils ressentent de la colère, puis là, leurs émotions sont plus valides que... T'sais, c'est comme... amis gars? Oui, ben, en fait, qui se trouvent... Tu sais, je suis en colère contre le groupe, tu sais. Puis jamais qu'eux se remettent en question, puis jamais qu'ils prennent le temps de t'écouter, qu'ils prennent le temps de... C'est comme... Ils veulent comme voler la vedette, genre là-dedans, tu sais. Mais je suis en colère, tu vois comment je suis avec toi, je suis juste comme... Je vis de la colère pour ce que tu vis. Il n'y a pas de comme... Leurs émotions prennent toute la place sur l'histoire que tu racontes, mais c'est pour ça que j'aime pas ça, raconter mes histoires d'harcèlement sexuel ou de coercition à des amis ou à des dates masculines, parce que je sens que leurs émotions prennent toute la place. Soit c'est de la surempathie, ou vraiment, ils font leurs petits yeux petits pitous, puis « Oh mon Dieu, c'est tellement place que tu vis, est-ce que tu vas bien? » Puis ça prend comme toute la place que je dois les rassurer, eux, que « Voyons, toi, ça va-tu? » Ou c'est de la colère qui prend toute la place, puis c'est ça, fait qu'on se retrouve tout le temps d'en parler avec nos amis de filles, tu sais, mais ce qui est aussi d'un autre côté malheureux parce qu'on ne l'expose pas assez aussi aux hommes, tu sais, puis les personnes qui nous écoutent en ce moment, la grande majorité, je sais que ça va être des femmes, tu sais. Fait que c'est aussi ça le problème parce que, comme on dit un peu, c'est facile de garder le statu quo, c'est le statut confortable, tu sais. Fait que oui, vraiment. On s'en sortira jamais. Oui. J'ai mentionné le mansplaining, mais dans un de tes ouvrages, tu mentionnes les 5 tips for a mansplainer de Hugo Schweitzer. Je ne sais pas si je rate le nom, là, que je trouve vraiment cocasse. J'en ai fait une vidéo qu'on a partagée sur mes plateformes cette semaine, puis je tenais à les citer parce que je trouvais ça vraiment bien. Tu veux-tu expliquer c'est quoi un peu le mansplaining? Mansplain-nous, c'est quoi le mansplaining? Non, je ne vais pas expliquer c'est quoi le mansplaining, non. Je ne vais pas faire ça, non. Je ne tomberai pas dans ce piège. OK. Rosie, tu veux y aller?
Non. Vas-y. Bon, OK. Le mansplaining, c'est quand... là, je vais pas avoir les mots pour le dire. Là. Quand un homme va vouloir expliquer un sujet à une femme qui en connaît probablement plus que lui-même. Donc, puis je pense que le mot a été inventé par une femme qui était autrice. Là, j'ai pas l'histoire exacte, puis qu'elle se faisait expliquer son propre livre à un party ou quelque chose comme ça, puis elle était venue avec l'idée du mot. Fait que voici des tips pour les hommes qui peuvent se dire « Ah, je suis peut-être en train de mansplainer souvent », des questions qu'ils peuvent se poser à eux-mêmes dans leur discussion. Fait que la première, c'est « Est-ce que vous savez ce que la femme à qui vous parlez sait sur le sujet? » Si la réponse est non, peut-être indication. Deuxième question à se poser. Quand elle parle, est-ce que vous écoutez vraiment ce qu'elle est en train de dire ou vous êtes simplement en train de préparer votre prochaine réplique? Troisième question à se poser. Est-ce que vous universalisez à propos de vos propres expériences et sentiments? Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup dans mes conversations avec les hommes parce qu'eux ne l'ont pas vécu, surtout quand on parle d'enjeux féministes puis d'oppression. Quand le groupe dominant à qui on parle, qui n'a pas vécu cette oppression-là, l'a pas vécu, c'est comme si ça remet en doute tous nos propos. Ça, je vis vraiment souvent. 4, est-ce que vous expliquez sa propre expérience? Es-tu en train d'expliquer à la personne comment elle devrait sentir, comment elle devrait l'avoir vécu? Puis finalement, est-ce que vous savez vraiment de quoi vous parlez? Parce que des fois, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ma question préférée. Ouais. Sais-tu vraiment de quoi tu parles? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, je tenais à les mettre juste là. Ouais. Puis évidemment, ça a fait réagir nos abonnés masculins. Oui. À chaque fois qu'on pose du contenu avec des lunettes féministes, c'est... Ouais. Le lot de commentaires est assez divertissant à lire. Effectivement. Oui, tout à fait. Y avait-tu autre chose avec lequel tu veux finir ou on passe aux confessions? Non, on va passer aux confessions sexuelles. Francis, avais-tu préparé une confession ou une découverte sexuelle? Pas vraiment quelque chose de très croustillant, mais donc vous allez être vraiment déçus. Mais la seule chose à laquelle je me suis rappelé qui me semblait pertinent par rapport à la discussion, c'était que, et là, je n'ai même pas la référence exacte, donc vous voyez à quel point je n'ai même pas fait mes devoirs. Bon. C'est que je me rappelle, vous avez peut-être la référence parce que vous avez fait des cours de sexologie, que j'étais tombé sur des études qui montraient en fait que pour les couples hétérosexuels, au niveau de la sexualité, le niveau de satisfaction sexuelle était supérieur quand la femme était féministe. Oui. Et donc, tous les clichés, les stéréotypes par rapport à la sexualité des féministes qui n'aiment pas les hommes, etc., c'était ou que les féministes brisent la famille, ils brisent les couples, etc., écrasent les hommes. Par rapport à la sexualité, ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, apparemment, non, c'est la sexualité meilleure avec les féministes. Ouais. Quand vous êtes hétérosexuel, évidemment. Oui, mais même, je peux témoigner de ma vie personnelle, c'est à travers le bac en sexo, puis en méditation sur le féminisme, puis là, c'est multifactoriel, là, c'est pas juste mes études féministes qui ont permis d'épanouir ma vie sexuelle, mais on apprend sur les rapports de pouvoir, donc inévitablement, la sexualité, c'est en coalition avec un autre individu, donc il y a un rapport de pouvoir à quelque part, puis quand on le remet en question, quand on l'étudie, ça permet de changer les schèmes de la sexualité aussi, puis changer les pratiques, changer les scripts. Fait que ça a définitivement un impact sur la vie sexuelle. Oui, vraiment. Sauf que le problème avec ça, c'est que là, ça ramène à une des raisons pour lesquelles des hommes sont pro-féministes que tu n'as pas nommé dans la liste, qui est par intérêt. Ouais, et donc, vous les avez mentionnés un peu, mais pour des soupers entre amis ou des choses comme ça, mais... je pense que vous savez probablement, je ne sais pas si vous avez cet exemple-là, mais c'est les hommes qui se disent féministes pour pouvoir coucher avec les femmes. Oui, tout à fait. Mais ça ne m'a jamais été mentionné de manière explicite dans notre monde de dating. Là. Je pense que toi non plus. Mais c'est une technique de séduction. Maintenant qu'on le dit, je suis comme... Il me semble que quelqu'un t'avait dit quelque chose récemment, tu étais comme « Oh my God, wow! » Puis après, tu étais comme « Oh fuck, c'est le bare minimum. » Genre, comment je peux... c'est le minimum. Ou tu sais, on va me dire souvent « Ah oui, j'ai lu telle autrice, j'ai lu tel ouvrage, Puis je vais pas te savoir la pertinence de me l'avoir dit. Tu sais, il y a comme quelque chose de vouloir venir chercher de la validation, puis du... Ouais. Toi, ta confession? Ma confession, c'est une réalisation qu'on a eue avec les épisodes du balado qu'on publie. On a beaucoup de statistiques binaires, mais genrées. Puis tous les épisodes où on reçoit des hommes sont plus écoutés par des hommes. Ouais. Fait que, par exemple... C'est pour ça que je dis, c'est un truc de marketing, en fait. Ben, absolument. Mais on n'a pas le choix. Sinon, les hommes ne nous écoutent pas si c'est des épisodes... Je suis un appât. Ouais, un peu de disempowerment pour vous. OK, c'est bon. Fait que, c'est dommage, mais on n'a pas le choix de jouer à ce jeu-là pour pouvoir attraper
les hommes à écouter notre contenu parce que au final, c'est souvent les personnes les plus concernées par les sujets qu'on va toucher. Fait que c'est dommage, mais les statistiques le prouvent. C'est à petite échelle, c'est notre balado, mais on le voit directement que quand on invite un homme, les hommes écoutent le balado, les hommes de notre entourage nous parlent du balado, mais le lieu de la semaine d'avant, pas du tout, tu sais. Mes chums de gars, comme on dit, mes amis, les seuls commentaires que j'ai de retour des podcasts, c'est quand c'est des hommes qui sont invités, puis à chaque fois, je l'attends, le message de « Félicitations, l'épisode de la semaine était le fun », c'est tout le temps quand il y a un homme invité. Fait que là, depuis qu'on l'a mais là, ça marche pas parce que, comme vous le dites, ils oseront pas le dire. Effectivement. Là, on a tout gâché. On a tout gâché. C'est correct qu'on a pu on n'aura juste plus de commentaires positifs de nos amis gars. Oui, c'est ça. Exact. Fait que ça, c'est un truc qu'on a réalisé dans les dernières semaines. On était genre, bon, splendide! Moi, ma confession, c'est aussi une réflexion qui est un peu macabre, un peu triste. Mais je suis tombée sur une vidéo TikTok, là, comme on en tombe dessus, qui était une femme qui posait la question rapidement. Donc, posez la question rapidement, nommez 5 hommes dans votre entourage avec lesquels vous vous sentez totalement en sécurité. Puis là, tu devais nommer, tu sais, dans ta tête, 5 hommes, vraiment rapidement. J'ai pas arrivé à en trouver aucun. Puis j'ai trouvé que c'est un exercice de réflexion très efficace, très thérapie d'impact. Mm-hmm. Puis je pense que je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec des amis à la job, d'essayer rapidement, là, nomme ne serait-ce qu'un homme avec lequel tu te sens 100% à l'aise, ton intégrité psychique, physique, émotionnelle, sexuelle, il coche toutes les cases. Puis ça me fait les larmes me sont montées aux yeux quand j'ai eu cette réalisation-là. Puis pourtant, on étudie le sujet en section, on étudie dans la délinquance sexuelle, la victimo, le féministe. Tu sais, c'est des sujets qu'on manipule tous les jours. Et pourtant, je m'étais jamais arrêtée à me dire, OK, non, mais c'est aussi les hommes que j'aime, à qui je fais pas confiance, tu sais. Puis d'avoir cette réalisation-là, puis c'est drôle, j'en ai juste parlé à mes chums de filles, mais je devrais faire l'exercice avec mes amis gars aussi pour qu'ils comprennent le sentiment qu'on vit aussi. Fait que je voulais ils sont en train d'écouter là, parce que je suis invité aujourd'hui. Si ils n'ont pas arrêté l'épisode au moment où... Effectivement, c'est possible. Il aurait fallu dire ça avant. Fait que non, c'est ça, je voulais comme un peu partager ma petite expérience, ma petite réflexion, puis de faire l'exercice à la maison. Si vous êtes capable d'en nommer au moins 5, c'est assez choquant. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir... Merci à vous. Merci de m'avoir utilisé pour attirer du monde. Non? Ça me fait plaisir. On a dit notre secret à la fin, notre petit twist. Non, mais c'est parfait, c'est bien. Merci beaucoup, c'est très, très agréable. Merci. À la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Oui, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe, et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.